Bonjour à toutes et à tous. Ce rendez-vous Transforme BTP pour faire un point sur l'impact de la réforme sur le financement de vos CFA. Alors, un rappel, les nouvelles modalités de financement des CFA. La responsabilité du financement des contrats d'apprentissage, du coup des contrats d'apprentissage dans les CFA, a été confiée aux branches via les opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2020. Donc, cette réforme s'applique en termes de financement à partir du 1er janvier 2020. Le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage devait être fixé par chaque branche via sa CPNE pour tous les contrats d'apprentissage des entreprises de son champ. Un exemple, donc, il fallait le BTP aurait dû normalement fixer le niveau de prise en charge d'un BTS MUC fait dans une entreprise du BTP. On se retrouve aussi avec on va le voir après, avec des entreprises d'autres branches du BTP qui ont fixé des niveaux de prise en charge pour des diplômes, des formations BTP, puisqu'ils avaient des apprentis en formation dans ces diplômes. Le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage, c'est un montant en euros, un montant annuel, c'est un forfait annuel. Et on va voir tout à l'heure, on a des décrets là qui sont en cours, des projets de décrets qui sont sortis sur justement le versement de ce forfait annuel et sa proratisation. Donc le forfait, il est déterminé pour un diplôme ou formation, quel que soit le volume horaire fait par le CFA. C'est-à-dire que un CAP, si on détermine qu'un CAP, c'est le cas du BTP, il est à 7 500 euros, le CFA aura 7 500 euros, qu'il fasse 400 heures ou qu'il fasse 650 heures. Alors, comme chaque branche a déterminé un niveau de prise en charge pour les diplômes, on peut avoir, et c'est le cas, un montant annuel, un forfait annuel différent pour un même diplôme en fonction de la branche. On va voir, il y a un tableau. Par exemple, le BTP a évalué, a déterminé un niveau de prise en charge pour un CAP électricien à 7 500 euros. On peut avoir une autre branche qui détermine la métallurgie, qui détermine le même CAP à 7 000 euros. Donc en fait, c'est l'OPCO de rattachement de l'entreprise qui va finalement déterminer le montant que vous allez recevoir, vous, CFA, sur une formation. Que comprend ce forfait annuel? Donc il est censé couvrir, on va le faire de façon très large, tout votre coût de formation. C'est-à-dire y compris les charges de gestion administrative et les charges de formation. Donc on a, alors c'est dans un décret, tout ce qui est conception, la réalisation des enseignements, l'évaluation, la formation à distance, les frais de jury. Donc le déploiement d'une démarche qualité dans le cadre de la certification. Donc toutes les missions du CFA doivent rentrer dans ce montant annuel, sauf ce qui est lié à la mobilité. Ça, il y a des financements spécifiques pour la mobilité et pour ce qui est hors formation, comme restauration et hébergement. Doivent être financés par ce forfait annuel également les charges d'amortissement des équipements pédagogiques dont la durée d'amortissement n'excède pas 3 ans. Voilà, ce forfait, il a été calculé par les branches en tenant compte de ces éléments. Il y a une modulation à la hausse possible par rapport à ces niveaux de prise en charge. C'est pour les apprentis handicapés et ça sera un maximum de 50% de ce niveau de prise en charge et ça sera déterminé par chacun des OPCO. La modulation à la baisse est prévue par les textes. Elle n'est pas encore définie. On attend un décret s'il sort. Qui est prévu pour les CFA lorsqu'ils ont d'autres sources de financement public. Là, étaient visés notamment les CFA académiques. Alors, il y a une mission qui doit être menée par l'IGAS avec également l'inspection générale de l'éducation nationale. Seulement, aux dernières informations, Jean-Michel Blanquer n'avait pas signé la lettre de mission. Donc, ça, mi-avril, la mission n'était pas encore lancée et alors qu'on attendait un décret pour avril ou mai. Alors ça, c'est ce qui va faire ce qu'on appelle
de façon impropre le coût contrat, donc ce montant, ce forfait annuel que les CFA vont percevoir pour tout contrat d'apprentissage. Il doit couvrir donc les charges qu'on a donc détaillées, et vous pouvez avoir d'autres sources qui viennent en complément de ce niveau de prise en charge. Vous pouvez avoir donc des subventions régionales dans le cadre de l'enveloppe de péréquation, ou appelée aussi enveloppe fonds de soutien, qui va être répartie par l'État entre les régions. Alors on parle d'une enveloppe de 250 millions d'euros. Je crois que cette enveloppe est revue actuellement, elle est en négociation avec les régions. Le ministère souhaitait diminuer cette enveloppe, les régions évidemment souhaitent l'augmenter, surtout qu'on a en négociation, mais je vais y revenir après, aussi la prise en charge des transports. Donc cette enveloppe de 250 millions d'euros plus ou moins, qui est voilà, et dont on ne connaît pas encore les modalités de répartition entre les régions, pourront être donc cette enveloppe servira aux régions pour financer le développement économique, l'innovation, l'aménagement du territoire et donc peut-être les transports. Vous pourrez aussi avoir, la loi l'interdisait auparavant, ça a été supprimé dans le Code du travail. Vous pouvez avoir également, vous pouvez facturer les entreprises sur un complément par rapport au coût de formation de l'apprenti au CFA. Donc je vous rappelle, avant il était prévu que ça soit possible avec accord de la région. Le texte a été supprimé dans le Code du travail, ça nous a été rappelé par le ministère du Travail et par la DGFP. Donc les CFA pourront facturer le reste à charge, on va dire, sur le fonctionnement aux entreprises. Alors au niveau du BTP, on sait très bien, et puis dans les autres branches on partage, que pour tout ce qui est, notamment pour les niveaux 3, 4 et 5, ça tuera l'apprentissage dans les petites entreprises si on facture quelque chose à l'entreprise. Et puis vous aurez aussi, à partir de 2020, le 13% de la taxe d'apprentissage. Donc la taxe d'apprentissage qui va être payée par les entreprises, son taux ne change pas, le découpage est différent, on a 87% qui sera collecté par les OPCO en 2020, ensuite par les URSSAF, et on a 13% qui correspond en fait au hors quota qu'on connaissait jusqu'à présent. Ce 13% peut être affecté par l'entreprise sur des établissements notamment en temps plein, donc il n'est pas affectable au CFA, sauf dans le cadre de taxes en nature, où là les CFA pourront percevoir directement donc de la taxe en nature des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est les seules ressources listées qui peuvent venir en complément du coût contrat, enfin du niveau de prise en charge qui sera versé par les OPCO. À ces ressources liées au fonctionnement et en tout cas à la formation dans les CFA, il y a des frais annexes, des participations aux frais annexes qui sont prévues. Donc on a des participations aux frais d'hébergement et de restauration. Donc le montant maximum sera déterminé par arrêté et les OPCO détermineront dans ce montant maximum la participation. Donc il y a un arrêté qui sera à venir en juin. On ne connaît pas du tout aujourd'hui le niveau de participation sur les frais d'hébergement et de restauration, mais au 3CA BTP, nous avons été sollicités par la DGFP pour justement un petit peu creuser ces aspects-là, et ils ont tout à fait conscience que sur les hébergements, c'est une activité souvent déficitaire, surtout dans le décret, je l'ai rappelé là sur la slide, il est indiqué que les OPCO participeront aux frais d'hébergement et de restauration dès lors que ces frais, enfin ces activités sont financées par les CFA. C'est-à-dire que c'est pas un financement aux jeunes internes ou demi-pensionnaires, c'est un financement aux CFA qui propose cette prestation de service. On attend également aussi, les OPCO devront déterminer donc un montant, une participation pour les frais de premier équipement pédagogique. Donc là, on pense que derrière, il y a tout ce qui est caisse à outils et vêtements de travail notamment. Et puis, il y aura également des participations prévues pour la mobilité internationale. Ça, c'est sur le fonctionnement. Sur les investissements, donc il est prévu que pour les équipements pédagogiques dont la durée d'amortissement n'excède pas 3 ans, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est dans le cadre du coût contrat. Donc c'est dans vos participations pour les contrats d'apprentissage qu'il faudra dégager une capacité d'autofinancement sur tous les équipements, on va dire numériques. C'est ceux-là dont les amortissements, dont la durée n'excède pas 3 ans généralement.
Pour les équipements pédagogiques, donc dont la durée d'amortissement excède 3 ans, ça sera un financement par l'OPCO. Alors, quel OPCO pour des formations transversales? Nous ne savons pas. À partir de quand les OPCO seront en capacité de traiter les plans d'investissement et les plans d'équipement des CFA? Nous ne savons pas non plus. Enfin voilà, on a encore beaucoup d'incertitudes, mais ça, normalement, donc c'est un financement par l'OPCO. Pour les investissements, les travaux plus lourds, on a une enveloppe déterminée de 180 millions d'euros qui sera répartie entre les régions pour leur permettre de financer les travaux des CFA. Ces 180 millions d'euros ont été établis à partir des dépenses réalisées des régions ces 3 dernières années, et c'est ça qui va déterminer, qui va être déterminant pour la répartition entre les régions. Donc plus elles ont dépensé ces 3 dernières années, plus elles auront une part importante de ce 180 millions d'euros. Mais ce 180 millions d'euros, comme je vous l'indiquais, il a été calculé par rapport aux dépenses réelles des régions, et les régions n'ont jamais financé à 100% les investissements. Donc voilà, les régions auront toujours une enveloppe pour vos investissements, mais pas pour les financer à 100%. Et on a la question de l'entretien grosse réparation. C'est vrai qu'une reconstruction, une extension de CFA, ça sera certainement pas trop compliqué d'aller chercher des fonds auprès de la région, puisque c'est assez vendeur en tout cas. La réfection de la toiture, c'est un peu moins glamour pour la région. Et je ne suis pas sûre que ça sera dans leur priorité. Et aujourd'hui, les OPCO, eux, considèrent, enfin les OPCO et enfin la rédaction en tout cas dans le code du travail indique bien que ça doit être des équipements, enfin que ça doit être lié à la formation. Et donc l'entretien grosse réparation, alors selon le ministère, c'est financé par les OPCO, mais ça pourrait être aussi cofinancé par la région. Enfin, on a un gros point d'interrogation parce que la loi n'est pas claire. Donc, reste à trancher par rapport au financement 2020 des CFA, les transports. Donc, il y a un débat en ce moment au niveau de la DGFP sur qui va financer les transports. Donc, à la dernière réunion mi-avril à laquelle j'ai participé, ils envisageaient, alors quand je dis ils, c'est pardon à la DGFP, ils envisageaient de confier le financement des transports dans le cadre des TER aux régions. Donc, ce qui vaudrait certainement un peu gonfler l'enveloppe dont je vous parlais tout à l'heure de 250 millions d'euros, et que les derniers kilomètres restants, c'est-à-dire entre la gare TER et le CFA, ça soit à l'OPCO de le financer, donc encore une usine à gaz. Donc, moi je leur ai rappelé qu'il me semblait quand même que le financement des transports, ça pouvait rentrer dans l'aménagement du territoire. On a des CFA en zone rurale, s'il n'y a pas d'écart qui vont chercher les jeunes tous les lundis matins et qui les ramènent tous les vendredis midi, on peut fermer certains CFA. Donc, à mon sens, si la région veut maintenir un outil de formation dans certains départements, il faudra financer les transports. Mais ça reste en débat et ce qui est sûr, c'est que c'est toujours très tendu entre le ministère du Travail, la DGFP et les représentants des régions. Alors, un autre débat aussi donc, que j'ai évoqué précédemment, c'est ce que l'on entend par les frais annexes à la formation des apprentis dès lors qu'ils sont financés par les CFA. Donc, dès qu'on a un hébergement mutualisé, est-ce que, par exemple, quand on accueille des apprentis d'un autre CFA, quel CFA va être financé? Est-ce qu'il va être financé? Quand on sous-traite, par exemple, quand on a des jeunes apprentis qui vont se loger à un foyer jeunes travailleurs avec qui on a simplement un partenariat, mais qu'on ne finance pas directement, eh ben le jeune il n'aura pas le droit à d'aide. Voilà, donc toutes ces questions-là, moi je les ai fait remonter à la DGFP et on a été, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, sollicité pour des éléments complémentaires. On a déjà travaillé avec le comptable de l'Auvergne d'ailleurs pour avoir des éléments un peu plus précis. On vous sollicitera certainement de nouveau pour avoir des comptes de résultats sur ces activités pour défendre un peu notre copie. Mais la DGFP a bien conscience que c'est tel que c'est rédigé aujourd'hui dans le décret, c'est pas en tout cas équitable entre les CFA et surtout entre les apprentis. Et puis voilà, la dernière question, c'est le financement de l'entretien grosse réparation et de façon plus générale, le financement des investissements qui est à mon jour aujourd'hui absolument pas clarifié correctement dans les textes qui sont sortis. Alors il est prévu
en juin une ordonnance balai justement pour écrire tout ce qui n'est pas encore écrit ou clarifier tout ce qui n'a pas été rédigé de façon très claire dans le Code du travail, mais il y a quand même beaucoup de retard qui a été pris sur un certain nombre de thèmes, donc je crains que ça soit plutôt septembre. Alors, les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage du BTP. Un petit rappel, donc ce sont les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics lors de leur réunion au 15 janvier qui ont émis des propositions de niveau de prise en charge, et ces niveaux de prise en charge ont été transmis par l'OPCO avant le 1er février à France Compétences. Donc là, il vous est rappelé ce qui avait été proposé lors de la réunion du 15 janvier 2019. Donc ça a été fait par niveau et par diplôme, avec des spécificités pour les travaux publics, et ça recouvrait 426 diplômes ou titres à finalité professionnelle. Donc ont été exclus toutes les formations transversales et toutes les formations où il y avait finalement très peu d'apprentis dans des entreprises du BTP. Donc on estimait qu'on n'était pas, c'était pas du ressort des CPNE du BTP de déterminer des niveaux de prise en charge, par exemple pour des CAP boulangers. Hein, puisqu'on avait, alors je pense que ce sont des erreurs, mais dans les documents qui nous ont été remontés par le ministère, on avait des CAP boulangers, des CAP pâtissiers dans des entreprises, des jeunes dans des entreprises ayant une convention collective du bâtiment et des travaux publics. Donc on ne s'est pas prononcé sur ces diplômes très éloignés du BTP. Sur ces 426 formations ou diplômes, on a eu 58 recommandations de France Compétences. Donc France Compétences émettait des recommandations sur les formations qui n'étaient pas dans la fourchette, on va dire, validée par France Compétences. Donc sur ces 58 formations, 30 étaient réellement des formations du BTP, et sur ces 30 formations, 24 avaient un niveau de prise en charge trop élevé pour France Compétences. Sur ces 24 formations du BTP, on en a une dizaine qui concernent le réseau. Donc là, elles sont en gras. Donc on avait un diplôme d'ingénieur qui est déployé, qui est porté par l'AFRA. On avait 2 BTS, le BTS études et économie de la construction et le BTS bâtiment, le BP menuisier et 6 CAP. Donc maintenance des bâtiments des collectivités, le maçon, l'installateur sanitaire, le par, le menuisier fabricant et le Proélec. Alors, pour le CAP Proélec et pour le CAP installateur sanitaire, ce sont des diplômes qui ont été rénovés. Donc la dernière session est en 2019. Donc en fait, les recommandations, ils nous ont demandé de baisser notre niveau de prise en charge, mais quelque part, ça ne s'appliquera jamais, puisque le niveau de prise en charge pour le nouveau diplôme, donc pour le CAP électricien et pour le CAP monteur en installateur sanitaire, ont eux été bien validés à 7 500 € par contrat pour un an. Donc ceux-là sont sans impact. Donc les CPNE conjointes du BTP se sont réunis à nouveau le 21 mars pour proposer un nouveau niveau de prise en charge pour les diplômes qui ne rentraient pas dans la fourchette de France Compétences. Donc là, vous avez 2 diapos où on a repris l'ensemble des diplômes qui posaient problème à France Compétences. Ceux qui sont en rouge dans les nouveaux niveaux de prise en charge déterminés par le BTP sont ceux pour lesquels les CPNE vont demander un dialogue de gestion avec France Compétences, puisqu'on estime que le niveau imposé est trop bas. Il s'agit notamment du CAP maçon, puisqu'on avait demandé un niveau de prise en charge à 7 500 € et qu'en se mettant en haut de la fourchette de France Compétences, nous ne sommes plus qu'à 6 055 €. On a dans le réseau plus de 5000, alors dans le réseau des CFA paritaires, presque 5000 apprentis en CAP maçon. Sur tous les CFA conventionnés avec le 3CA BTP, on est presque à 6 000 €. C'est un manque à gagner de 8 millions d'euros par an. Donc c'est pas neutre. Donc il a été demandé qu'on puisse entamer un dialogue de gestion pour ce CAP maçon, et pour les autres, le CAP peintre applicateur de revêtement et celui aussi de menuisier fabricant de menuiserie. Sur le BP menuisier, vous voyez, on demandait 7 600 €. On s'est mis en haut de la fourchette avec 7 547 €. On ne va pas demander un dialogue de gestion pour ça. Voilà. Et sur le MBC, je peux oui.
Oui, Laura, Patrice Marcoux, BTP CFA 37. Oui. Sur le MBC, il n'y aura pas le prix va rester celui indiqué, enfin le coût. Euh, Si. il est en rouge, donc on va demander un dialogue de gestion. D'accord. Mais Merci. celui-là, il est fait. Alors, on va le voir après, hein, mais c'est 5 700 € que vous allez recevoir pour un contrat d'apprentissage en maintenance de bâtiments de collectivité. C'est 5 700 € si l'apprenti, il est dans une entreprise rattachée aux bâtiments et aux travaux publics. Et si D'accord. S'il est dans une collectivité, le problème, c'est que les collectivités, elles n'ont public, elles n'ont pas de branche, elles n'ont pas d'OPCO. Donc, pour l'instant, il n'a pas été déterminé de niveau de prise en charge. Donc c'est France Compétences qui va certainement fixer un niveau de prise en charge, mais pour l'instant, les collectivités publiques, elles râlent parce que jusqu'à présent, elles ne payaient pas la totalité du coût. Il y avait une participation de la région. Donc souvent, il était facturé à la collectivité publique le delta, ce qui n'était pas pris en charge par la région. Donc voilà, demain, ça va être le coût complet qui va être certainement facturé à la collectivité. Donc ça va être directement pris sur son budget. Et donc, on risque d'avoir un effet de baisse des apprentis dans les collectivités publiques, alors qu'on a un affichage par le ministère d'augmentation de l'apprentissage public. Donc, on ne sait pas à quel niveau ils vont mettre ce niveau de prise en charge, mais il est fort à parier qu'il ne soit pas à 7 500 €. Une petite question, Laura, vous m'entendez? Oui, C'est Eric oui, je t'ai reconnu. de France. Je faisais le point ce matin avec David Fabre. Il m'évoquait sur les formations dites en rouge, enfin notées en rouge, qu'un certain nombre de ces formations étaient les référentiels vont bouger. Est-ce que c'est pas lié aussi à ces... Je prends l'exemple du sanitaire, hein, qui aujourd'hui est à 6154, c'est ça? Pareil pour le CAP Proelec. Oui, mais cela, il n'y a pas de dialogue de gestion. Cela, les niveaux de prise en charge ne s'appliqueront jamais. C'est les D'accord. c'est les 7 C'est fini 500 parce qui que s'appliquent. Voilà, d'accord, très bien. D'accord, ok. Merci. Alors voilà, les 3 derniers diplômes pour lesquels on nous a demandé de revoir notre copie à la baisse. D'accord. Donc c'est alors ça va être la diapo d'après justement où je vais y revenir un petit peu après. Donc ça c'est les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage donc pour les apprentis qui sont présents dans des entreprises ayant une convention collective du bâtiment et des travaux publics. On a d'autres CPNE qui ont déterminé d'autres niveaux de prise en charge pour les mêmes diplômes de formation. C'est ce que je vous disais au début. C'est que pour une même formation, vous allez avoir plusieurs niveaux de prise en charge en fonction de la convention collective, donc de l'OPCO de rattachement de l'entreprise qui accueille l'apprenti. Donc vous voyez par exemple, j'ai pris 2 exemples de CPNE. La menuiserie, charpente et construction industrialisée et négoce de matériaux de construction. Je vous rappelle, négoce des matériaux de construction, c'est une branche qui a rejoint l'OPCO de la construction. Et ils avaient proposé pour un CAP conduite d'engin et un CAP installateur thermique, eux, ils avaient proposé 5 500 €. Donc, comme chez Constructis, ils connaissent évidemment cette branche, j'ai demandé au directeur financier de Constructis de rappeler les personnes qui géraient les niveaux de prise en charge pour les mettre au niveau maximum toléré par France Compétences qu'ils ont fait. Mais si vous regardez par exemple le menuisier aluminium verre, le BP, nous, on l'a obtenu à 7 600 €. Donc, si vous avez des BP menuisiers alu qui sont dans des entreprises du bâtiment et des travaux publics, vous aurez un niveau de prise en charge à 7 600 €. S'ils sont dans une entreprise relevant de la branche menuiserie, charpente et construction industrialisée, il sera dans une fourchette entre 6 000 et 7 600 €, mais nous ne connaissons pas aujourd'hui la valeur donnée par cette branche. Nous la connaîtrons là, incessamment sous peu, dans quelques semaines, je pense. Donc, par rapport à ces niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, donc globalement, pour le BTP, on s'est aperçu qu'on était souvent en haut de la fourchette recommandée par France Compétences, donc ça c'est une bonne nouvelle. Les apprentis qui sont dans des entreprises du bâtiment et des travaux publics seront généralement mieux payés par l'OPCO de la construction que ceux qui sont dans d'autres branches. Mais évidemment, le risque attenant, c'est que si vous accueillez des apprentis qui sont dans d'autres branches, vous ayez un niveau de prise en charge en deçà des coûts déterminés par le BTP.
Donc, l'ensemble des valeurs qui ont été validées par France Compétences et des recommandations sont sur le site de France Compétences. Donc, vous avez le lien ici. Vous pourrez aller charger l'ensemble, donc la méthode de recommandation de France Compétences, mais ça n'a plus trop d'intérêt aujourd'hui puisque c'est fait. Les valeurs convergentes et les recommandations qu'ils ont émises. Donc, on attend maintenant la publication des nouveaux niveaux de prise en charge suite à leurs recommandations. Laurent, il y a juste une question. Oui. Ici. C'est durée de prise en ces charge. niveaux de prise en charge déterminés sont acquis pour quelle durée garantie? Alors, pour 2 ans. Il est indiqué 2 ans, mais il n'est pas exclu que ça soit revu par un décret. Donc, les niveaux de prise en charge aujourd'hui sont acquis pour 2 ans, un minimum de 2 ans. On a posé la question pour les niveaux diplômes, pour les niveaux titres, par la voie de l'apprentissage, comment ça se passait, et ils sont en train de rédiger la procédure de détermination des niveaux de prise en charge, des nouveaux diplômes, ou s'il y avait en tout cas des modifications sur la structure du coût importante, comment réviser ces niveaux de prise en charge. Mais sinon, c'est valable pour 2 ans. Alors, ça, c'est à partir du 1er janvier 2020 pour tous les contrats d'apprentissage qui seront signés. Mais il est prévu des mesures, des mesures transitoires. Alors, les mesures transitoires, donc, comme je vous le disais, à partir de tous les contrats qui sont signés à partir du 1er janvier 2020, c'est la loi qui s'applique, c'est les niveaux de prise en charge. Pour 2019, les contrats d'apprentissage qui sont signés en 2019, on y applique les nouveaux les niveaux de prise en charge déterminés par les branches si ce sont des contrats d'apprentissage hors convention région, qui ne sont pas prévus dans la convention portant création de CFA. Mais après discussion à la DGFP, ils ont une vision de ce qui est conventionné ou de ce qui ne l'est pas, qui est à mon sens un peu différente des régions. Donc on est tous d'accord pour un nouveau CFA ou un nouvel organisme de formation qui crée des formations par la voie de l'apprentissage, qui n'est pas conventionné avec la région, qui n'a pas de convention portant création, ça, tous les contrats d'apprentissage sont hors convention région. C'est le cas également de toutes les nouvelles formations que vous pourriez ouvrir à la rentrée, qui ne sont pas dans la carte de formation, qui ne sont pas donc validées par le conseil régional. Celles-là, elles sont hors convention région. Et dès 2019, vous aurez un financement qui s'appuie sur le niveau déterminé par les branches. Mais vous avez souvent dans vos conventions portant création de CFA la liste des formations habilitées. Et en face, un nombre maximum parfois minimum aussi, mais de maximum d'apprentis. Imaginons pour un CAP peintre, vous ayez un maximum en première année de 15. Le 16e apprenti, moi il me semblait qu'il n'était pas conventionné dans le système. Eh bien pas pour le ministère. Le ministère considère que ce 16e apprenti, donc pour tout dépassement de plafond à partir du moment où la formation elle est conventionné, et l'apprenti, le contrat doit être considéré comme conventionné, donc financé selon les modalités de la région. D'accord. Voilà. Donc donc là c'est là où je sais pas s'il y a des gens de Grand Est qui sont là. C'est là où j'ai proposé à la DGFP de m'accompagner en négociation dans certains conseils régionaux, pour ils ont là où ils ont quand même du mal à se rendre compte au niveau de la DGFP, c'est que ils stipulent un peu pour autrui, c'est-à-dire qu'il y a des conventions avec les CFA qui déterminent de façon très claire les modalités de financement, qui est conventionné, qui n'est pas conventionné, et dans les conventionnés comment ils sont financés. C'est pas parce que le ministère demande que soient financés les apprentis hors convention 2019 que les régions vont le faire, et même si elles le voulaient, je ne sais pas si elles le peuvent. Voilà, donc ça il y a débat. Donc j'ai bien peur que vos dépassements de seuil en 2019 soient financés par personne. En conclusion. Question. Question. C'est le cas aussi pour le nombre de sections. Oui, j'imagine que oui. Oui, pardon. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, j'ai bien peur que ces apprentis-là, en tout cas sur 4 mois, sur 3 mois, quand vous allez ouvrir en septembre, ne soient ni financés par la région, ni financés par les OPCO. Pour les contrats donc d'apprentissage hors convention région,
qui sont signés en 2019, il y a une enveloppe de prévue à France Compétences de 80 millions d'euros pour affecter aux OPCO, pour que les OPCO puissent vous financer ces contrats. Mais ils ne seront jamais financés en 2019. Il y a un problème de trésorerie, de versement aux OPCO. Les OPCO, s'ils ont les fonds, ils ne les auront qu'en 2020. Donc de toute façon, même si vos apprentis hors convention sont financés, à terme, en trésorerie, ils ne le seront pas avant, à mon sens, le premier trimestre 2020. Laura, je peux intervenir? Oui. Oui. Par rapport au coût préfectoral, on a fait des simulations, forcément, les bons élèves vont être les plus punis, puisque notre coût aujourd'hui préfecture est quand même pas très très élevé. Au moins, il y a des situations inégales d'un CFA à un autre, mais en moyenne, il est beaucoup moins élevé que le coût OPCO, hein, enfin que les chiffres avancés. Est-ce que c'est des sujets aujourd'hui qui sont sur la table? C'est justement le paragraphe d'après, les mesures transitoires. D'accord. Ok, très bien. Merci. Donc, pour les mesures transitoires, donc ça veut dire pour tous vos contrats en stock au 31 décembre 2019 ou au 1er janvier 2020. Donc, tous les contrats que vous avez signés en 2019, qui sont encore en cours en 2020, il est prévu une mesure transitoire, c'est-à-dire ne s'applique pas tout de suite le niveau de prise en charge déterminé par les branches, donc le coût contrat, mais le coût préfectoral. Donc le coût préfectoral, c'est le coût publié par les préfectures de région qui en fin d'année. Et donc là, on va le revoir dans la diapo suivante, c'est notamment les coûts qui ont été publiés fin 2018 et qui sont assis sur vos comptes financiers 2017. Donc c'est sur ce coût-là que l'OPCO va verser 50% à fin janvier 2020 sur tous vos apprentis en stock. Et cette mesure transitoire, il était prévu, Alain Druel l'a dit à plusieurs réunions de façon très claire, qu'elle s'applique pour la durée du contrat. C'est-à-dire qu'un bac pro signé en septembre 2019, c'est le coût préfectoral qui s'applique à partir du 1er janvier 2020, puisqu'en 2019, il est financé par la région. À partir du 1er janvier 2020, c'est un versement qui se fait sur la base du coût préfectoral pour la durée du contrat, donc ça nous emmènerait jusqu'en juin 2022. Or, il y a eu un très beau courrier de la PCMA, discours appuyé par la FNADIR. Je pense que vous avez dû voir dans l'AEF un papier du directeur ou président de la FNADIR qui appuie ce lobbying très fort exercé par la PCMA, qui souhaite que tous les contrats, quels qu'ils soient, ancien régime ou nouveau régime, si je peux dire, soient financés sur la base des niveaux de prise en charge. Donc, ils ne veulent pas cette mesure transitoire. Pourquoi? Comme tu le disais, Eric, parce que pour la plupart des CFA, notamment des chambres de métiers, ils se sont rendus compte que les niveaux de prise en charge déterminés par les branches étaient supérieurs aux coûts publiés par les préfectures de région. On a eu un débat à la dernière réunion à la DGFP qui tranchera en fonction de la soutenabilité financière. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la DGFP, elle va faire avec mesure transitoire, sans mesure transitoire, et elle va prendre ce qui coûte le moins d'argent. Les mesures transitoires, on a eu un échange. Moi, je milite pour une mesure transitoire parce qu'effectivement, on a des CFA dont les coûts sont inférieurs au niveau de prise en charge, parce que le niveau de prise en charge, on l'a fait intégrer l'évolution du coût de la vie, on l'a fait intégrer les nouvelles missions des CFA, voilà, le financement aussi des équipements numériques, donc il est plus élevé que le coût publié. Sauf que quand même dans notre réseau, et c'est pas une question de bonne ou de mauvaise gestion, je tiens à le souligner, on a des CFA qui ont des coûts par apprenti plus élevés que les niveaux de prise en charge. Parce que ce sont de petits CFA et qu'ils n'amortissent pas leurs frais de structure de la même façon qu'un CFA de taille plus importante. Et donc, pour avoir un temps d'adaptation de ces CFA, soit se regrouper avec d'autres CFA, et c'est pas que des CFA bâtiments, on a aussi des CFA travaux publics qui sont des petits CFA et qui aujourd'hui, certains ne passent pas avec les niveaux de prise en charge des branches.
Donc moi, je milite plutôt pour une mesure transitoire, mais c'est vrai que pour la durée du contrat, c'est un peu long. Je pense que pour une année, ça serait un bon compromis. Mais c'est pas nous qui trancherons, c'est la DGFP, car avec les niveaux de prise en charge déterminés par les branches, l'équation financière, elle n'est pas à l'équilibre pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Une petite remarque. Et Arnaud Launay qui nous dit oui, mais cela ne prend pas en compte les amortissements pour ceux qui sont très bas au coût préfecture. Oui, alors après, le problème des coûts-préfectures, c'est que il y a 17 façons de calculer, enfin 13 façons de les calculer en fonction des régions. Donc on a des régions qui mettent même le THR dedans, qui mettent tout, qui mettent les amortissements, d'autres qui mettent pas les amortissements. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose de très très hétérogène. Si l'objectif du ministère, c'est d'être sûr qu'aucun CFA ne ferme ses portes au premier semestre 2020, ils ont intérêt à mettre une mesure transitoire. Parce qu'au moins elle s'appuie sur les coûts passés. Donc voilà, c'est pas vos coûts de demain, mais c'est au moins votre coût complet, enfin votre coût complet de coût formation des années précédentes. Le niveau de prise en charge, pour certains CFA, il ne couvre pas le coût réel aujourd'hui. Donc voilà, évidemment, en fonction de votre coût, la taille de votre CFA et de votre coût de formation, bah, vous êtes pour ou contre la mesure transitoire. Ça, mais nous, on est bien obligé de voir quand même globalement. Et donc, je pense qu'une mesure transitoire, au moins pour un an, ça serait pas, voilà. Ça... Mais bon, la balle n'est pas dans notre camp. Alors, le financement des contrats en 2020. Alors, le rythme des versements. Donc là, c'est un décret qui détermine déjà le rythme des versements des OPCO sur les niveaux de prise en charge. Alors, je vous arrête tout de suite, j'ai des diapos derrière qui présentent. Ce décret, il va être modifié par un décret qui est en train de sortir. Donc voilà, mais à la marge. Donc je vous présente quand même le décret. Donc 2 cas de figure. Donc ça, c'est les versements à partir de 2020. Donc dans le cas où le contrat est égal ou supérieur à 1 an, l'OPCO doit verser au CFA donc le niveau de la prise en charge, le niveau de la prise en charge donc le coût contrat, plus les frais annexes, donc les frais annexes, restauration, hébergement. Donc il va regrouper tout ça et il va vous faire une avance de 50% au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat. Avant la fin du 7e mois, vous aurez 25% et le solde au 10e mois. Je trouve que, voilà, en termes de trésorerie, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Pour les contrats inférieurs à 1 an, donc vous aurez pareil une avance de 50% 30 jours après le dépôt du contrat et 2 mois avant la fin du contrat, 30% du montant annuel. Et là, on se disait le solde, c'était pas prévu par le décret. Et le décret indiquait qu'en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement était réalisé au prorata temporis, de la durée réelle du contrat d'apprentissage. Alors justement, il y a un projet de décret pour enlever ce mot « réel » qui nous embêtait bien et qui précise un peu le décret que je viens de vous citer. Donc pour les contrats dont la durée est égale ou supérieure à 1 an, les modalités qui sont prévues la première année, donc les 50%, hop, je vous le remets là, voilà, 50%, 25% et le seul le 10e mois, se répètent chaque année d'exécution. Pour la dernière année, il y a prorata temporis. Et pour les contrats inférieurs ou égaux à 1 an, le CFA perçoit à la fin du contrat le solde, voilà, majoré de 10%. Sachant que chaque mois débuté est dû. Alors j'espère que ça va s'appliquer aussi pour les contrats dont la durée est égale ou supérieure à 1 an, qu'au moment où on va faire le prorata temporis, chaque mois débuté est dû. 2 cas qui sont précisés. Alors le premier, et certains qui ont travaillé sur la prépa apprentissage vont voir là qu'il y a peut-être un petit souci à surveiller sur le financement. L'accueil pendant 3 mois d'un jeune qui n'a pas de contrat d'apprentissage. S'il signe au cours de ces 3 mois un contrat d'apprentissage, la durée préalable à la signature, donc jusqu'à 3 mois, est prise en compte par l'OPCO. C'est-à-dire que vous aurez un financement sur ces 3 mois, comme un contrat, comme dans le cadre du niveau de prise en charge, voilà, 7 500 € pour attiser sur 3 mois, par exemple, pour un CAP.
Pareil, et donc là, ça rentre en concurrence, entre guillemets, par rapport aux financements qui ont été demandés sur la prépa-apprentissage dans, je crois, le parcours des Martha Story, puisque s'il y a signature d'un contrat, ça ne sera pas financé par les fonds de prépa-apprentissage, mais par les fonds de l'OPCO. En cas de rupture de contrat, vous avez la possibilité de maintenir le jeune en formation au CFA pendant 6 mois maximum. Si le jeune conclut un nouveau contrat, pareil, il y aura maintien de la prise en charge de l'OPCO sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les branches. Enfin, un dernier point sur la modalité dérogatoire. La modalité dérogatoire était dans le décret du 21 décembre 2018. Là, il y a une petite modification qui est faite dans le projet de décret. Cette modalité dérogatoire, elle indiquait que pour tous vos contrats en stock, vous aviez, au 31 décembre 2019, vous aviez un financement de 50% au plus tard le 1er février 2020 sur la base des coûts publiés par les préfectures de région. Et en fait, il y avait un problème de date. Alors, c'était dans le décret, je crois qu'ils avaient indiqué pour les contrats sous convention régionale avant le 31 décembre 2019. Donc, il y avait un trou dans la raquette sur le 31 décembre 2019 si vous aviez signé un contrat. Donc là, il est indiqué dans le projet de décret au plus tard le 31 décembre 2019. Donc, la mesure dérogatoire, elle est quand même quelque part dans le décret aujourd'hui. Donc, mais comme c'est une avance, on pourrait très bien revenir dessus. Laura, je peux intervenir sur un sujet? Oui. Oui, qui est lié à la fois sur ces dernières diapos et sur les précédentes. Aujourd'hui, on sait que pour former un CAP, donc il faut un minimum de 420 heures. On sait aussi qu'on va être amené à construire des parcours individuels de formation pour des jeunes titulaires de baccalauréat ou plus et qui viennent suivre une formation d'1 an. Est-ce qu'il y a eu des discussions sur le temps de formation de ces parcours, on va dire atypiques, mais qui sont quand même assez nombreux chez nous, hein. Est-ce que pour un jeune qui va faire son CAP en 1 an, ou aujourd'hui je le forme à 490 heures, est-ce que je peux le former à 250 heures, à 300 heures, à 420 heures? Alors, le minimum, c'est 400 heures et tu peux tomber à 250 heures avec, là, je me retourne vers Anne, je crois que dans le cadre d'une convention entre l'entreprise, la famille et le CFA. Mais le financement serait donc à 7500 si c'est par exemple un contrat à 7500 Le euros. financement, il est exactement le même, quel que soit le volume horaire. Parce que le là, ça financement va être est lié au diplôme préparé et à la durée. D'accord. Là, ça va être un sujet de concurrence, vous allez voir. Hein. Ça va être évident. Hein. Évident. Hein. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Merci beaucoup. Bien sûr, Merci, c'est un sujet. Ah ouais. Merci. De rien. Alors voilà, donc c'est pour ça vous avez bien compris. J'espère que effectivement vos subventions de fonctionnement telles que vous les connaissiez aujourd'hui, tout ça disparaît à partir de 2020. Vous aurez des nouvelles modalités de financement et vous aurez finalement lié au nombre d'apprentis que vous avez un chiffre d'affaires de l'apprentissage qui va être calculé tout à fait différemment. Donc, ce que nous avons fait au niveau du pôle performance et ressources, c'est qu'on vous a demandé mi-avril de nous retourner un fichier avec la projection de vos effectifs apprentis pour 2019, 2020, 2021 par diplôme formation et par CFA. À partir de ça, donc de la date d'entrée de chacun des apprentis que vous allez nous signaler, nous, au niveau du service, on va faire des simulations de votre chiffre d'affaires à partir de vos projections, des coûts préfectoraux pour tous vos effectifs en 2019 et des niveaux de prise en charge BTP pour tous vos nouveaux contrats à partir de 2020 ou les hors conventions à partir de 2019. La limite de l'exercice, il y en a plusieurs.
Un, c'est que les règles de proratisation, au moment où on a fait le fichier, et même encore aujourd'hui, puisque le décret n'est pas sorti, elles sont pas réellement connues, et même si elles étaient connues, elles sont difficilement chiffrables. C'est compliqué pour vous de nous dire, alors sur 15 apprentis, je vais en avoir 10, ça va être, ils vont avoir un contrat qui va se finir 2 mois plus tôt, voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Le fait que les niveaux de prise en charge, nous on est parti de l'hypothèse que toutes vos entreprises formatrices étaient des entreprises du BTP, donc avec des niveaux de prise en charge déterminés par la branche du bâtiment ou la branche des travaux publics. Or, ce n'est pas le cas. On a par exemple le cas du bac pro et du bac pro électricien et du BTS électricien, où vous avez la moitié des effectifs qui ne sont pas dans des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Donc vous n'aurez pas le même niveau de financement pour ces jeunes-là. Enfin, comme je vous l'ai dit, les mesures transitoires, elles sont pas actées. Donc voilà, aujourd'hui, on fait des simulations à partir des effectifs que vous nous avez retournés sur la base d'une mesure transitoire qui s'appliquerait sur la durée du contrat. Mais il faudra qu'on revoie complètement notre copie si voilà, cette mesure transitoire est supprimée ou en partie supprimée. On a juste une question. Comment se positionne IMAG dans notre future relation à l'OPCO? Alors IMAG a commencé justement à travailler avec les CFA. On a fait partie, on a eu également des réunions avec eux. Ils prennent le sujet en main et pour l'instant, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais le système d'information des OPCO, là, j'ai beaucoup plus d'inquiétude. Parce que vous encore, vous aurez la plupart de vos relations avec un seul et même OPCO. Pour les CFA Interpro, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais ils auront tous des systèmes d'information différents. Donc aujourd'hui, ils se posent même encore la question de comment ils vont récupérer les effectifs apprentis en stock au 31 décembre, comment va se faire le dépôt du contrat, comment ils vont récupérer vos RIB, vos informations, c'est très compliqué. Et il n'est pas prévu aujourd'hui que je sache un système d'information unique pour l'ensemble des OPCO. Chacun, alors certains se rencontrent et travaillent, mais il n'y a pas d'obligation en la matière. Je vous rappelle que les OPCO viennent juste de se créer, pour certains, ils ont été réellement modifiés. Et ensuite, la durée minimale de formation pour un contrat d'1 an. La durée minimale, c'est attendre des certitudes sur la durée minimale obligatoire. Cela mériterait d'être vérifié. ouais, non, j'ai pas de certitude sur la durée au sens au nombre de mois. Et le contrat, je pense que vous les 400 heures, hein, peut-être Ou les nombres d'heures. C'est Monique. C'est Monique. Oui, c'est le nombre d'heures. Oui, Le nombre d'heures, moi ce que pas je changé. sais, c'est 400, ça n'a pas changé, Ouais, je pense que ça a pas et changé. négociable à 250 heures quand le jeune a déjà des compétences acquises. Est-ce que les 200 heures que tu as citées, je sais pas, 250, 250, ouais, sous parce les que terres. j'ai lu il faut que ce soit 25% minimum de la durée totale du contrat en formation. Alors, est-ce que c'est Le temps en 25%, formation, ça fait quand même plus de 350, je crois. Ouais, il faut qu'il y ait 25% de la formation qui soit faite en formation par rapport en présent, pas en présentiel, par l'établissement, mais ça peut être du distanciel puisque mais c'est pas en entreprise en fait. Ouais, mais du distanciel comment? Ah oui, distanciel. Non, c'est parce qu'elle précisait, mais c'est-à-dire c'est la distinction, c'est en entreprise ou en CFA. C'est pas après que ce soit distanciel ou pas, c'est pas la question. Ouais. Donc, Moi, j'ai aucune certitude non plus là-dessus. Non, mais j'en ai pas non plus. Et puis là, mais j'ai vu également effectivement ce dont tu parles, le prorata entre la durée CFA et la durée globale de la formation. Mais de toute manière, sur les diplômes éducation nationale, on rentre forcément dedans. Puisqu'on a aussi des contraintes. Ah oui, mais c'est bien là l'idée de la possible concurrence de certains organismes qui pourraient aller vendre plus de présence en entreprise. En allégeant considérablement la durée de formation. Et la question, c'est est-ce que en fait, il y a, tu je penses pense à la feste. et encore la FEST, ça devrait être structuré. Mais Ça devrait répondre aux critères de la FEST, qui sont pas encore définis dans le bâtiment. Si je me trompe pas, parce que c'est les OPCO qui vont apporter des précisions sur la FEST. Le financement a déjà été affiché par l'OPCO de la construction.
Après, il y aura un atelier sur la FEST bientôt, d'ici un mois et demi. Bon, on va le suivre alors, pour faire le lien avec le financement. Bref, c'est pas le sujet, mais en fait, je pense que il va falloir avoir des précisions là-dessus pour voir notre marge de manœuvre. Oui. Je pense. Et c'est peut-être plus juridique que financier. Oui, mais ça a un impact. Bon, après, l'impact, il est aussi, enfin, on peut, sur certaines formations, je vois pas comment on peut baisser plus le nombre d'heures de formation. Il suffit que les jeunes soient déjà diplômés. Oui. Sur des parcours en un an, on table sur une durée très minimale de formation. Oui. Je pense que c'est déjà le cas dans certains organismes et qui vont être sur du 200, 250 heures. Oui. Donc c'est quand même pas le même coût, puis surtout en contrepartie. Mais tu auras le même financement. Oui. Tu auras voilà. le même financement. Moi, je pense qu'il y en a qui vont y aller, hein, puis j'en connais quelques-uns pas loin de chez moi. Oui. Tout à fait. Et alors, il y avait une question aussi. Une formation raccourcie à 6 mois, par exemple, ne sera-t-elle pas financée pour le coût initial, mais prorata temporis? Oui, tout à fait. On va rentrer dans ces cas-là pour un contrat de 6 mois sur voilà, ce cas-là. Donc 50%, on va être 50%. On aura que 50%. On aura, en fait, ça sera proratisé et le dernier mois, il y aura 10% en plus. Par exemple, les titres pro de 6 mois. Eh ben, ça ne sera pas un forfait annuel. Donc ça sera proratisé. Oui, ça sera proratisé, tout à fait. D'accord. Ouais, j'ai encore des incertitudes sur la façon dont ils vont proratiser. Ils ont pas, à la DGFP, ils n'en étaient pas à ce niveau-là déjà. Un titre pro de 6 mois, c'est le diplôme. Il n'y a pas de titre pro de 6 mois. Enfin, pourquoi tu... Si, bah si. C'est une question avec Patrice. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de durée. C'est pareil, c'est un diplôme. Le titre pro, tu peux le faire sur la durée que tu veux. C'est pas un diplôme, titre pro. C'est une certification. Oui, on est d'accord, mais une certification, oui. mais la durée, elle n'est pas les 6 mois, c'est pas écrit dans le. C'est pas une obligation. On peut le faire en plus, en moins. Ce qui compte, c'est la certification. Bien sûr. Oui, d'accord. Oui, on est d'accord. Je peux poser une question, Laura? Oui. Patrice Indre-et-Loire. Oui, je t'ai reconnu. J'ai reconnu ta voix. Oui, merci. Est-ce qu'il y a des réflexions sur les préconisations horaires de la part du réseau? Parce qu'entre 400 et 500 heures, hein, il y a des disparités d'un CFA à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, en fonction des diplômes, sur des parcours standards, des préconisations horaires ou pas, qui seront faites? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Bon. Je ne sais pas. Là, je suis bien. Voilà. C'est peut-être en réflexion. Je ne sais pas. On va transmettre la question à la DPFIP. D'accord, merci. Voilà, donc moi j'ai fini ma présentation. Donc, il nous reste encore 5 minutes pour des questions complémentaires. Sur la préconisation horaire 3CA, en fait, il faut qu'on respecte peut-être celle de la région, déjà en 2019. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que chaque certificateur, donc pour le coup l'éducation nationale, elle, continue à avoir des préconisations et au-delà c'est même pas des préconisations, c'est des obligations, on va dire, de durée de formation. Donc, chaque certificateur, l'éducation nationale, va donner ses préconisations ou même ses obligations de temps de formation. Le certificateur a des recommandations sur en tout cas, l'éducation nationale, on aura aussi sur la durée. On a toujours sur la durée de formation un bac pro, vous avez des durées de formation obligatoires. Pour les apprentis aussi, ou seulement pour la formation continue? Je pense que oui, mais. Parce que sur la formation continue, c'est très clair, hein, les durées, surtout de stage en entreprise, mais enfin stagiaire, je veux dire. Maintenant, les apprentis, je sais pas. Ça relevait des conventions avec les conseils régionaux. Hein. Oui, mais là, à partir de 2020, voilà, c'est dans le cadre de la loi, chacun fait ce qu'il veut sur le nombre d'heures. Hein. C'est 400 heures qui s'appliquent sur un contrat d'apprentissage. 400 heures par annuel. Minimum. Ouais. Minimum. Ah oui, avec, moi j'avais compris une dérogation possible. Mais on va creuser. Je suis désolée, c'est pas mon expertise. Véronique, bonjour.
Et, il me semble que la DVFIP nous a fait passer un mail sur les volumes horaires au mois de décembre par diplôme, CAP, BP, ainsi de suite. Hein. Préconisé peut-être. Oui, préconisé, oui. Oui, il y a un mail qui a été donné, mais Oui, je confirme hein, ce que Gilles dit, oui, tout à fait. On a reçu à nouveau, c'est un tableau Excel de mémoire. Sur les durées globales, en fait, sans rentrer, sans rentrer dans le découpage horaire. Est-ce qu'il y a eu des échanges, Laura, tu sais, sur l'enveloppe, je ne sais pas comment elle s'appelle, de régulation des régions, notamment sur les CFA qui accueillent, mais on est tous dans les CFA qui accueillons des publics, où il faut construire une organisation pédagogique où on va intégrer du français langue étrangère, un renforcement en enseignement général assez lourd. Donc nous, on a un certain nombre de CFA dans cette situation. Ce financement, il a été obtenu par le simple fait d'augmenter le nombre d'heures de formation, mécaniquement, comme on était par la subvention. Est-ce que c'est des sujets qui ont été abordés dans les échanges? Non, c'est des sujets qui seront à voir directement entre les CFA et la région. Et la région, tout à fait. Et la région, d'accord. Les régions savent déjà comment et sur quoi elles vont intervenir, mais comme elles n'ont pas le budget qui va leur être alloué, je pense qu'elles ont certainement des idées, des grandes lignes directrices, mais ça s'arrête là. J'ai une question d'Antonio qui me paraît intéressante que je vais reprendre. Sur les UFA. Voilà, sur les UFA. Alors les UFA, il n'y a qu'un porteur d'UFA. Soit vous êtes une CFA qui a une UFA dans un lycée professionnel, soit vous accueillez, c'est pas une UFA normalement, hein, soit en tant que CFA, vous êtes prestataire de service d'un autre CFA. Donc voilà. Si l'UFA, c'est vous qui l'apportez, alors dans le réseau, je prends l'exemple de l'AFRA, hein, qui est un CFA sans mur, c'est lui qui va bien percevoir les financements des apprentis. Et après, il va payer les factures des lycées qui assurent la formation. Hein, c'est bien dans ce sens-là. Si vous êtes prestataire de service d'un autre établissement, d'un autre CFA, vous assurez la sous-traitance de toute ou partie de la formation, c'est le CFA qui a l'inscription du jeune, qui va recevoir une niveau de prise en charge, et vous continuez de lui facturer ce que vous lui facturiez déjà auparavant. D'accord. Voilà. En fait, le porteur du contrat peut éventuellement prendre une partie sur le coût contrat. Le porteur du contrat, celui qui enregistre le contrat, celui qui a le... Dans ton cas, c'est... Ce sont les TP qui enregistrent les contrats. Oui, donc c'est le CFA-TP. On est prestataire. Oui, bah dans ton cas, c'est le CFA Travaux Publics de Bourgogne qui va percevoir de l'OPCO les niveaux de prise en charge et qui va te payer sur facture la prestation que tu réalises pour lui. D'accord, oui. D'accord. Et ça rentre dans les charges relatives au coût de formation et donc évidemment c'est financé par le niveau de prise en charge, par le forfait de l'OPCO. Ok, donc comme on est dans cette situation mais inversée par exemple pour le DUT GCCD au titre de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, c'est nous qui allons percevoir le montant financier. Voilà. Et tu vas continuer de payer la presta à l'IUT. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 14h30. J'ai fini pour aujourd'hui. Si on a des décrets ou des projets de décrets qui sortent, je referai cette présentation. Pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, je vais reproposer des dates. Et pour ceux qui l'ont suivi, je vous indiquerai s'il y a des nouveautés ou pas. Bravo Laura. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. On est des fans. C'est adorable. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un très bon week-end. Okay. Merci, bon week-end. Merci à tous. Bye Merci. Bye.